XXe siècle, même à la fin du XIXe, à la toute fin du XIXe, on parle souvent de grève britannique à propos des sports athlétiques. Alors, je vous ai obtenu une image d'un ancêtre du football, le Hit and Field Game. Il faut savoir que le football naît officiellement en 1863 avec la mise en place de règles des 13 lois du jeu à Londres dans une taverne, la Freemasons Tavern, au cours de l'automne 1863 avec les représentants de différents collèges londoniens ou de la région londonienne. Ça, c'est la version officielle. Le football naît en 1863. Mais il se trouve qu'il y a des lois du football qui sont antérieures. Les Sheffield Rules, donc au nord de l'Angleterre, les lois de Sheffield datent de 1858. Les lois de Cambridge datent de la fin des années 1840. Bon, on a en tout cas deux endroits de foyer de naissance du football britannique. C'est le nord industriel et le sud scolaire, le sud des écoles, des grandes écoles victoriennes. Dans le dernier quart du XIXe siècle, on assiste à une montée en puissance de ces sports athlétiques jusqu'à la création d'une fédération en 1896, l'Union sportive, l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, l'USFSA, qui va être la vieille fédération de sport athlétique, mais à l'intérieur duquel le football a du mal à trouver sa place. Il faut attendre 1893 pour avoir une commission football, et encore est-il que à l'intérieur de l'USFSA, cette commission football, elle a très peu de poids. On lui préfère très largement l'athlétisme ou le rugby. En tout cas, à Paris, on voit apparaître à la fin des années 1880 et au début des années 1890 des clubs de football. Phénomène que l'on retrouve dans le Nord à la fin des années 1890, en tout cas à partir de la moitié des années 1890, et en particulier à Roubaix. En particulier à Roubaix, où là on obéit à un système d'implantation un petit peu complexe. Alors à Croix, à côté de Roubaix, il y a une forte communauté britannique qui est installée à la suite de l'ouverture des usines Holden en 1852, des Pionniers Holden. Et il se trouve qu'à Croix, il y a une équipe de football, les Crusaders, les Croisés, les Croisiens, qui regroupe des membres de cette communauté britannique. Ils jouent au milieu des années 1890 sur un terrain qui est proche de l'usine Holden, coincé à peu près entre l'usine Holden et ce qui est le parc Larbieu aujourd'hui. Et probablement que des jeunes roubaisiens les ont vus jouer à ce moment-là et donc commencé à imiter ces pratiques britanniques. Sylvain Ville, donc, qui est un historien, maître de conférence à l'université d'Amiens, a montré dans un article dont je vous parlerai à la toute fin, montré que le développement du sport à Roubaix était le fruit de très peu de personnes, seulement une trentaine d'hommes uniquement, en tout cas pour les sports athlétiques, des hommes qui partagent un certain nombre de points communs. Ils ont fréquenté les mêmes écoles, ils sont géographiquement proches, ils ont une situation professionnelle comparable, et finalement le sport obéit à la même trajectoire que l'industrie textile, c'est-à-dire un caractère étroitement familial, pour le citer. On retrouve donc à la fois dans les créations d'usines et dans la mise en place d'activités sportives, des pratiques sportives. Quelles pratiques sportives? On le voit dans l'exposition qui est proposée dans ces lieux. Il y a la gymnastique, bien sûr, mais il y a aussi les courses hippiques. Il y a le sport nautique, avec des régates dès les années 1880. Et à partir des années 1890, il y a le cyclisme qui se popularise à Roubaix. Les deux premières pratiques, le sport nautique et les courses hippiques, sont plutôt le fait d'élites économiques et sociales, surtout fait de milieux industriels, là où le sport cycliste est un peu plus populaire, même si deux clubs roubaisiens, le sport vélocyclopédique roubaisien et le cercle vélocipédique, les deux fois, le cercle vélocipédique roubaisien sont eux soutenus par des milieux industriels. Mais il n'empêche qu'on recrute davantage dans des milieux plus populaires que pour
les autres sports. Pour ce qui est du football, il faut revenir sur deux clubs éphémères. D'abord le Batting Club qui apparaît au milieu des années 1880, au sein duquel probablement on ne joue pas au football, mais qui donne une habitude associative. Puis le French Club au début des années 1890, où là il se peut que certains aient joué au football, en tout cas au sein duquel on pratique le cricket et la course à pied. Et le cricket est un sport qui est antérieur au football dans sa diffusion, dans son implantation locale, continentale. Et ça sert de mouture, ces deux clubs servent de mouture donc à la vie associative du Racing Club de Roubaix. C'est là que plusieurs fondateurs du Racing se forment à ces institutions associatives, à ces associations. Et le même Sylvain Ville a recensé ainsi 11 individus qui étaient investis dans ces deux clubs, dont 7 se retrouvent membres de 3 familles différentes. Les Wells, les Le Sur et les Dubly. 3 familles de fondateurs de sport, de clubs sportifs. Le père Dubly se retrouve, entre autres Henri Dubly, se retrouve fondateur des régates, des cercles nautiques roubaisiens. 2 fils, Henri et Paul, sont parmi les fondateurs du tennis club, le Racing Club Tennis de Roubaix. Et puis d'autres de ses frères se retrouvent parmi les fondateurs du Racing Club de Roubaix dans sa section football. Le point commun entre ces 3 familles, c'est qu'ils appartiennent tous à la petite bourgeoisie du commerce textile. Ce sont des négociants. Ils ont également en commun de posséder des fratries nombreuses, de 6 à 9 frères chacune. Et puis, on retrouve également un point commun, c'est la proximité géographique. Ils sont tous du centre de Roubaix, à peu près, à 1 kilomètre près. Ce sont aussi des familles qui fournissent des membres, donc fondateurs du Racing Club de Roubaix en 1895. Les statuts de ce Racing Club sont modifiés 3 ans plus tard, en 1898, et pour la plupart de ces membres, on constate qu'ils ont été élèves à l'École nationale des arts et industries du textile, l'ancêtre de l'ENSA. Et surtout, beaucoup ont fait des séjours à l'étranger, en Angleterre ou en Australie. Il y a encore ce processus d'imitation et d'importation que l'on retrouve et qui caractérise l'installation du football à Roubaix, qui se double également par la présence d'Anglais dans l'équipe. Félix Beaumont, qui est un des joueurs du club, ou alors le chef d'entraînement, William Jackson, qui est lui aussi anglais. Il y a également un Suisse, Walter Sturmfeld, qui est suisse, qui est fils de Suisse. Or, la Suisse, c'est le pays de diffusion du football dans l'Europe continentale, parce qu'il y a là des écoles dans lesquelles les Anglais, l'aristocratie et la bourgeoisie anglaise envoient ses enfants, et dans lesquelles également on trouve des modèles victoriens, des modèles de collèges victoriens. Et donc finalement, c'est ce modèle scolaire qui permet aussi de diffuser le football sur le continent. Le fait qu'il y ait un Suisse parmi les intervenants, parmi les membres du Racing Club de Roubaix n'est pas spécialement un hasard. Donc, si on comprend bien, on a là un phénomène d'implantation des sports athlétiques qui obéit à des processus complexes, d'imitation. On imite ce qu'on voit faire par les Anglais ou les Écossais. D'imitation, mais également d'importation. On refait à Roubaix ce qu'on a vu dans des séjours à l'étranger, ce qu'on a observé dans des séjours à l'étranger. Le Racing de Roubaix connaît très rapidement un succès important. En 1898, il y a 4 équipes de football différentes. Donc il y a au moins 44 membres. Dans ce club, on joue donc au ballon, bien sûr, au ballon, mais aussi à d'autres sports athlétiques, la course à pied, au lawn tennis, l'ancêtre du tennis, au water polo, au cross-country. Il y a un certain nombre comme ça de sports à l'intérieur de ce club. Le RCR, c'est un club omnisport,
mais ça va aussi de pair avec la figure du sportif à l'époque. Le footballeur est rarement, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, exclusivement footballeur. C'est un sportif non exclusif. Ce sportif non exclusif, il s'avère devenir assez rapidement champion de France. Les Roubaisiens, dans cette France du football pionnier, apparaissent comme une valeur sûre, comme des héros presque du football. De 1902 à 1908, le Racing Club de Roubaix cumule 7 titres de champion du Nord. À 7 reprises, ils sont champions du Nord consécutivement. Or, à cette époque, il n'y a pas de championnat de France. Le championnat de France, c'est une coupe des clubs champions régionaux. Donc, chaque région envoie son champion pour affronter le champion d'une autre région. Et systématiquement, entre 1902 et 1908, la finale se joue entre Paris et le Racing Club de Roubaix. À 5 reprises, Paris perd. Alors, Paris, ça peut être le Gallia Club, ça peut être l'United Sport Club ou le Racing Club de France. À 2 reprises, Paris l'emporte. Ce qui veut dire que Roubaix obtient 5 titres de champion de France, un championnat qui n'existe pas, mais qu'on considère quand même comme tel. 5 titres de champion de France entre 1902 et 1908. C'est l'équivalent du PSG. C'est toute proportion gardée, on est dans un football qui est bien sûr amateur. Et dans cette équipe championne, souvent championne, il y a des constantes. Il y a des joueurs que l'on retrouve d'une année sur l'autre. Il y a George Scott, qui est un Britannique. Il y a l'attaquant Emile Sartorius, dont on parlera un petit peu plus tard. Il y a bien sûr les frères Dubly, Léon, Maurice, plutôt Maurice, Léon pour respecter l'ordre de naissance, Jean, André, 4 frères Dubly qui se succèdent ainsi dans l'équipe et qui parfois jouent ensemble. Et puis il y a un certain Jean Dubrul. Le nom est resté dans les lieux roubaisiens, puisqu'il a droit à un stade qui lui est consacré, le stade Jean Dubrul. Or, il se trouve que pendant cette période, du début du XXe siècle, naît l'équipe de France. Alors, dans la première équipe de France, il y a bien un joueur provincial, mais il n'est pas de Roubaix, il est de Tours. C'est rien filé. Tous les autres joueurs sont parisiens. Mais dès 1906, on voit apparaître des joueurs roubaisiens au sein de l'équipe de France. Alors, il faut dire aussi qu'en 1906, le responsable du bureau football au sein du SFSA, le chef véritablement du football français, c'est le chef du football du Nord, c'est André Billy, qui est aussi le principal dirigeant de l'Olympique lillois. Donc c'est assez logique qu'il recrute, qu'il sélectionne des joueurs qu'il connaît particulièrement, et c'est à ce moment-là les sélections des attaquants André François et Emile Sartorius, en 1908 du défenseur Jean Dubly, des milieux Maurice Vandenrich et Charles Reynaud, de l'attaquant Albert Génicaud. Alors il y a 2 cas peut-être un petit peu particuliers sur lesquels je m'attarde très rapidement. C'est le gardien de but André Renaud. André Renaud, il est sélectionné en 1908 contre l'Angleterre, mais il n'a qu'une sélection à son actif. Il faut dire qu'il perd 12-0. Il a pris 12 buts, on ne reprend plus ensuite. L'autre cas, c'est Maurice Vandenrich, qui est aussi sélectionné contre l'Angleterre et précédemment contre la Suisse, 2 sélections. Il n'est plus sélectionné ensuite parce qu'il choisit de prendre la nationalité belge. Et donc il ne peut plus être sélectionné en équipe de France, ce qui montre aussi l'ancienneté en équipe de France des couches d'immigration, de la question immigration au sein de l'équipe de France. Il est devenu belge, on le sélectionne. 1908. C'est l'année du chant du cygne de Roubaix. 1908, pour 2 raisons. D'abord parce que la France, qui jusqu'alors au sein de la FIFA était représentée par l'USFSA, claque la porte. L'USFSA claque la porte de la FIFA pour une sombre histoire de défense d'une fédération amateur anglaise. Et donc, elle claque la porte, elle laisse la place libre pour une autre fédération, et c'est le Comité français interfédéral qui prend la place de la France au sein de la FIFA, et donc c'est une autre équipe de France qui va être sélectionnée dès lors.
au sein du comité français interfédéral se regroupent plusieurs fédérations différentes. On n'est pas encore dans le cadre d'une fédération unisport. Il faut attendre 1919 pour la création de la Fédération française de football. Donc l'USFSA n'envoie plus ses joueurs au sein de l'équipe de France et il faut attendre 1913 pour que l'USFSA rejoigne le CFI, le comité français interfédéral, et retrouve donc par là même les matchs internationaux officiels, reconnus par la FIFA. L'autre raison, c'est que l'équipe à laquelle appartiennent les Roubaisiens, à laquelle participent les Roubaisiens, n'est pas spécialement des plus performantes. Je vous ai parlé du 12-0. Il y a 4 joueurs dans le match contre le Danemark, le deuxième match contre le Danemark aux Jeux Olympiques de Londres en octobre 1908. 4 joueurs qui viennent de Roubaix sur les 11. Ce match-là, c'est la pire défaite de l'équipe de France, c'est 17-1. Alors, à longueur de temps, je rappelle quand même, lorsque je donne des conférences un peu partout en France, que la fierté roubaisienne, c'est quand même que le but du 17-1 a été marqué par un Roubaisien, c'est Émile Sartorius. Donc, on peut être fier de ce but-là, c'est une hécatombe, et évidemment que même si l'USFSA avait continué son parcours, il y a des risques pour que certains joueurs de cette équipe ne continuent pas leur carrière internationale. Donc, l'USFSA disparaît de la FIFA, mais elle continue quand même de réunir certaines équipes, et en particulier des équipes de France qui sont fondées sur les clubs du Nord, qui eux n'ont pas rejoint le CFI. Et c'est cette équipe de France que l'on voit dans le tournoi qui servait d'image illustrant l'annonce de cette conférence, et qui servait également de fond d'écran ici. Un tournoi au stadium, c'est-à-dire près du parc Barbieux. Un tournoi lors de l'exposition internationale des arts et industries du textile de 1911. Et c'est là qu'un jeune de 17 ans et demi fait ses premiers pas internationaux, pas reconnus par la FIFA. Et ce sont quand même des matchs internationaux qu'il peut disputer contre l'Angleterre et contre la Bohème, la République tchèque. Il s'agit de Raymond Dubly, un des frères Dubly, le dernier des frères Dubly. Le dernier des frères Dubly, il a 17 ans et demi. Il est le petit rejeton qui a appris à jouer au foot avec ses grands frères, qui sont passionnés de foot, et en particulier Maurice et Léon, qui ont 15 ans plus que lui. Voilà, on a un petit gamin qui apprend à jouer au foot dans le jardin de la maison familiale. Le jardin a disparu aujourd'hui. On a construit une piscine qui fait la gloire de Roubaix, quand même. Le musée de la piscine empiète en partie sur le jardin de Raymond Dubly. Il découvre le football avec ses frères. Il découvre aussi le football à l'école, au collège de Roubaix, puis au collège de Lille, puis à Uckfield, où il poursuit sa formation pour ensuite entrer dans l'entreprise de négoce familiale. Uckfield, en Angleterre, régulièrement, il revient donner un coup de main au Racing Club pendant le week-end, enfin, le dimanche, lorsqu'il y a un petit danger pour celui-ci, pour le Racing Club. Très vite, il devient un attaquant en vue. Lorsqu'il est en Angleterre, je reviendrai dessus très rapidement ensuite, mais il est approché par un club professionnel. C'est un signe déjà. Et dès l'âge de 19 ans et demi, dès 1913, dès le deuxième match après la réunion, après l'entrée de l'USFSA au sein du CFI, il est recruté, sélectionné par l'équipe de France, et il commence alors une carrière au sein de l'équipe de France. Dans le même temps, il fait son service militaire. Il remporte le championnat de France militaire en 1914 avec le 43e régiment d'infanterie de Lille. Il fête cela, manque de chance. 15 jours de permission sont donnés, mais les 15 jours sont amputés parce que la guerre est déclarée. Il rejoint son régiment, il participe aux premières campagnes de la guerre de 14. Il est très vite épuisé, il se retrouve dans une situation d'épuisement, et là c'est la version officielle d'épuisement, la fatigue. On est en train de découvrir, les spécialistes d'histoire de la Première Guerre mondiale sont en train de découvrir le poids psychologique qu'ont pu être les premières semaines de bataille. Il y a beaucoup de réformés pour situation psychologique difficile. Alors il n'est pas réformé, mais il rentre à Roubaix pour une
cacher, sinon il est fait prisonnier. Donc il se cache pendant plusieurs mois dans les caves de Roubaix, de Lille, puis il revient à Roubaix, il arrive à se cacher, il est dénoncé, il est fait prisonnier, il est condamné à mort. Heureusement, sa condamnation à mort n'est pas effective, et il est envoyé en tant que prisonnier pour le reste de la guerre. Donc il ne revient qu'au début de l'année 1919 à Roubaix, et là, il s'installe durablement en équipe de France. Il avait déjà fait ses premiers pas en 1913-1914, là, il s'installe. Je signalerai juste 3 faits le concernant, 3 faits d'armes majeurs. Il est un des joueurs clés du match France-Angleterre du 5 mai 1921. Le jour du centenaire de la mort de Napoléon, la France bat l'Angleterre pour la première fois. C'est la meilleure des vengeances qu'on puisse faire, et c'est un des joueurs cadres à ce moment-là. Il participe aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1920 et aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Il est même le capitaine de l'équipe de France lors des Jeux Olympiques de 1924. Bon, semble-t-il qu'il était fatigué, qu'il était déjà en bout de course, mais il n'empêche qu'il joue à ce moment-là. Et puis, il est le recordman de sélection en équipe de France, avec 31 sélections. Il est ensuite battu dès 1928 par Devaquet, par Jules Devaquet. Mais pendant quelques années, il détient le record de sélection. Alors Raymond Dubuis, c'est un joueur du Racing Club de Roubaix. Il a comme partenaire d'autres joueurs d'un milieu comparable. Gérard Risbeck, qui est le fils d'un médecin belge, installé à Roubaix, Émile Risbeck, rue des Arts, qui lui-même devient médecin et qu'on retrouve sur la photo du Racing Club de Roubaix en 1924, qui est dans l'exposition. On repère ses premiers à gauche, au premier rang, avec sa petite moustache. C'est l'année où il soutient sa thèse de médecine, ce qui l'empêche de participer aux Jeux Olympiques. C'est un amateur. Un autre amateur, Raymond Wattier, fils d'industriel, qu'on retrouve également sur la carte en question. Donc, au milieu, premier rang, c'est le plus grand des joueurs. Mais on le retrouve également sur le monument aux morts du Racing Club de Roubaix. C'est lui qui sert de modèle à Émile Boutry pour le monument aux morts du Racing Club de Roubaix. Voilà, des amateurs roubaisiens classiques. Sauf qu'à Roubaix, il n'y a pas que des amateurs. Il y a aussi des joueurs amateurs marrants, c'est-à-dire avec le statut officiel d'amateur, mais en réalité qui bénéficient, qui profitent de leur art pour gagner un peu d'argent ou pour gagner une situation en tout cas. C'est le cas du défenseur Maurice Mathieu, à qui le Racing Club de Roubaix accorde la gestion d'un garage quand il arrive à Roubaix alors qu'il vient de Paris. Il a joué au Racing Club de France et il a au Red Star pardon, et au CASG, donc aux sports généraux, chez les banquiers, la Société Générale. C'est le cas aussi de Marcel Vanco, qui lui reste à Roubaix ensuite, c'est un Marseillais, qui a joué également à Paris, au CAP, au Cercle Athlétique de Paris, et qui s'installe comme vétérinaire à Roubaix. Une fois ses études terminées, juste à la fin de ses études, il arrive au Racing Club. Donc, on a là une situation particulière. Un club qui se veut amateur, mais qui a finalement une pratique de l'amateurisme marrant. Et pourtant, Raymond Dubuis apparaît comme l'amateur par excellence. Il gagne même un concours qui est lancé par Lotto en 1930. Il n'est déjà plus en carrière active, de temps en temps un match, mais là exceptionnellement. Et donc, il gagne ce concours du parfait amateur de football. C'est vraiment l'image du chevalier amateur, du chevalier footballeur, dans un club qui ne pratique pas spécialement l'amateurisme le plus pur, et dans un football français qui ne pratique pas l'amateurisme le plus pur, qui est en train de vivre son virage, le grand tournant professionnel. Roubaix se retrouve vraiment au cœur de l'adoption du professionnalisme au début des années 30. Il faut juste avoir en tête que c'est un vieux débat, c'est un débat qui traverse le football français pendant toutes les années 20. On a déjà, avant la Première Guerre mondiale, le capitaine de l'Olympique lillois, Jean Ducret. Il y a de fortes chances pour qu'il ait été professionnel de fait. Pierre Chériguez, qui est le grand gardien de l'équipe de France avant et après la Première Guerre mondiale, avoue une fois sa carrière terminée, à la fin des années 20, qu'il a toujours vécu du football et qu'il n'a jamais été mécanicien, contrairement à ce que dit son statut officiel.
Et finalement, ce débat s'achève par le tournant qui est pris par la Fédération française de football en 1931. L'année prochaine, le championnat de France professionnel pourra exister. 1931, c'est l'année de l'inauguration du Parc des Sports à Roubaix. 1932, on ouvre une nouvelle ère. 1932, c'est l'année de l'inauguration du musée de la piscine. C'est l'année aussi du lancement, de la réception de la Villa Carbone. Deux événements qui sont totalement contraires. La piscine pour tous, la villa pour quelques-uns. Et donc c'est dans cette période-là que se professionnalise le football, avec le cas d'abord de l'Excelsior, qui est un club né de la fusion de deux autres clubs, le Football Club de Roubaix et l'Excelsior de Tourcoing en 1928. Et l'Excelsior, c'est le club qui se lance dans l'aventure. À sa tête, un industriel, Prouveau, comme à la tête de Sochaux, c'est un industriel, Jean-Pierre Peugeot, qui est vraiment le moteur du football professionnel, de ses débuts du football professionnel. Or, à Roubaix, ce club, l'Excelsior, profite d'un équipement, le stade Amédée Prouveau, extrêmement moderne pour l'époque, avec des tribunes plus confortables qu'ailleurs, avec des vestiaires, avec un clubhouse plus confortable qu'ailleurs. Et donc l'Excelsior se lance dans l'aventure. Le Racing, lui, a une position un petit peu moins tranchée. Au départ, en 1931, il fait partie des clubs qui disent « on va y aller ». Et puis finalement, il se rétracte en 1932 et devient même le turiféraire des clubs amateurs. Nous défendons l'amateurisme à tout prix. Mais dès 1933, le Racing Club cède quand même aux sirènes du professionnalisme et devient le club professionnel. Donc, on a ces blancs, verts et noirs professionnels, ces bleu ciel et noir amateurs qui se font face. Les blancs, verts et noirs réussissent plutôt bien leur entrée dans la sphère professionnelle, puisqu'ils terminent 6e de leur groupe, 6e sur 10. C'est quand même milieu de tableau en 1932-33. Et pour ce faire, ils ont recruté des joueurs de qualité. Ils ont recruté par exemple Célestin Delmer, qui est le demi-centre d'Amiens. En gros, demi-centre, ça pourrait être comparé à un milieu défensif aujourd'hui. Et avec d'autres schémas tactiques, c'est pas tout à fait cela. Et Célestin Delmer, s'il vient à Roubaix, c'est parce que Prouveau lui a promis de le garder, de lui attribuer un poste de représentant pour la Linière, pour les laines du Pingouin, et de le garder même si sa carrière l'envoyait dans d'autres clubs. Donc ça, c'est un cas typique de ces premiers professionnels. Ils ne gagnent pas forcément très bien leur vie, mais ils gagnent un poste, la possibilité d'un poste. C'est le cas aussi d'un Jean Gautroux qui peut, en venant à Roubaix, finalement terminer ses études de dentiste. 1932, 1933. 1933, bien sûr, et c'est l'occasion de parler du match de gala qui aura lieu dans quelques semaines avec le Variété Club de France. 1933, c'est par excellence la fête nationale du football roubaisien. Je passe sur cette diapo que j'aurais dû mettre plus tôt. La fête nationale du football roubaisien, c'est bien un match entre amateurs et professionnels, entre un club amateur et professionnel. Dimanche 7 mai 1933, pour la première fois, deux clubs de la même ville se retrouvent en finale de la Coupe de France. Non seulement pour la première fois, mais pour la seule fois. On attend que le Paris FC de Bernard Arnault fasse des merveilles, mais pour l'instant, c'est la seule fois où deux clubs d'une même ville s'affrontent en finale. Pour ce faire, l'Excelsior a vaincu Rouen, Nice, 7, et le Racing Club a gagné contre Nîmes, Montpellier et Cannes. Des trains spéciaux sont affrétés depuis Roubaix. Il faut ajouter à cela de nombreux cars qui partent de Roubaix et puis de la conurbation du Roubaix-Tourcoing, on parle encore de métropole. Et c'est autour de 40 000 spectateurs qui se retrouvent à Colombes. Alors le journal de Roubaix parle de 45 000. Les chiffres de la fédération tournent plutôt autour de 38 000. Donc,
On est autour de 40 000 spectateurs à Colombes, dont plusieurs milliers de Roubaisiens. Colombes sent à ce moment-là la bière et la frite. Face aux professionnels, les Racingmen ne font pas leur match. Ils perdent assez rapidement pied, ils sont menés et ils perdent 3 buts à 1. Mais le match, finalement, a relativement peu d'intérêt, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la fête. C'est cette ambiance dans la ville. On est en 1933, la crise commence déjà à frapper, et là, on a un moment de fête que Roubaix connaîtra très rarement, à part peut-être à la libération de 1918 et éventuellement lors de l'exposition en 1911, en sachant qu'en 1911, c'était des événements beaucoup plus diffus sur le calendrier. Cette fête du 8 mai 1939, elle reste exceptionnelle. Le journal de Roubaix raconte un petit peu le déroulé de cette fête, depuis la sortie de la gare des joueurs, les joueurs des deux équipes dans le même train, et au milieu des wagons qui séparent finalement les deux équipes, il y a le wagon restaurant où chacun se retrouve, chacun retrouve l'adversaire d'hier. Donc la sortie de la gare par les joueurs, et le journal écrit: il serait bien difficile d'évaluer cette foule vibrante, on ne voyait qu'une nuée de chapeaux parsemés de ci de là de claires casquettes des supporters, et cette foule criait son enthousiasme, des gens partout, les chaises des cafés, les tables étaient autant de perchoirs, les pylônes des tramways avaient été escaladés par d'agiles amateurs. Cette foule de chapeaux et de casquettes, on la voit ici devant l'hôtel de ville, prise en photo, devant l'hôtel de ville d'ailleurs, ou peut-être devant la gare. C'est assez incertain. En tout cas, on la trouve amassée ici. Les joueurs descendent en cortège jusqu'au monument. Ils déposent une gerbe. Les deux capitaines, Marcel Langillier pour l'Excelsior et Georges Verriès pour le Racing, déposent une gerbe en mort et puis font le tour du boulevard Gambetta pour revenir à l'hôtel de ville où une réception est donnée pendant que la foule crie « Vive l'Excel, vive le Racing, vive Roubaix !» On mêle les deux clubs et on reconnaît le poids de la ville. À l'hôtel de ville, les deux équipes sont réceptionnées, puis une réception est donnée pour les vainqueurs au stade Amédée Prouveau, et le lendemain, une autre réception est donnée à la rédaction du journal de Roubaix. C'est vraiment la grande fête dans la ville. Parmi les joueurs importants, comme je vous ai proposé un rapide portrait de Raymond Dubly tout à l'heure, dans cette décennie, je retiendrai 3 joueurs. Dans ces quelques années Racing et Excelsior, je retiendrai 3 joueurs. D'abord Georges Verriès, qui rejoint Jean Dubrulle dans la dénomination du stade de l'avenue Motte. Georges Verriès, c'est le fils d'un courtier de viande, le fils du plus grand boucher de Roubaix, qui lui-même devient courtier de viande et qui reste très profondément attaché à l'amateurisme. Il reste amateur jusqu'à la fin de sa carrière. C'est d'ailleurs au moment où l'équipe de France devient composée uniquement de professionnels, c'est le seul amateur qui subsiste. Il est demi-centre, à un moment où le WM, on n'avait pas précédemment, on n'avait pas dans la Première Guerre mondiale, le WM devient le style favori, la tactique favorite, permise entre autres par l'adoption des lois du hors-jeu en 1925. Je ne rentre pas dans les détails, c'est très technique, mais c'est un poste clé. C'est le poste de gendarme, de policeman, pour reprendre le langage de l'époque. Et fidèle au Racing Club de Roubaix, il a là un réseau avec ses partenaires, avec les anciens du Racing Club. Par exemple, la fille de Gérard Risbeck m'avait raconté que c'est dans les camions de Georges Verriès que la famille Risbeck avait pu transporter des meubles pendant la Seconde Guerre mondiale pour les ramener dans la maison de vacances qui était sur la côte, à proximité de la côte, puisque la côte elle-même était gardée. C'est un joueur qui, pour des raisons professionnelles, peut avoir à rater un match, ou se fait disputer par son père parce que, après un match du dimanche, il faut absolument être à l'heure au travail le lundi. Et ce Georges Verriès, qui habitait pas très loin, qui habitait tout près du Parc des Sports, il devient sélectionneur de l'équipe de France à
la fin des années 50, juste après Paul Nicolas, au sein d'un triumvirat, puis seul sélectionneur au début des années 60, et c'est à lui qu'on doit la fin de carrière internationale de Raymond Kopa. Ça s'est mal passé entre deux. Donc lui, c'est vraiment le prototype de l'amateur, du footballeur amateur, alors que le professionnalisme s'installe. À côté, Heinrich Hiltel, Henri Hiltel, Monsieur Hiltel, comme on le surnomme ensuite, c'est un Autrichien, c'est un immigré du football, contrairement à Roger Grava qu'on va voir ensuite, c'est un immigré du football, il vient en France pour jouer au football, pour être professionnel de football, c'est un attaquant qui est recruté par l'Excelsior en 1935, et il reste jusqu'en 1939, il est transféré à ce moment-là au RC Paris, au Racing Club de Paris, la section professionnelle du Racing Club de France, où il ne joue pas, puisqu'on est en 1939, il était 1939, très vite il est mobilisé. Il est sélectionné à 2 reprises en 1940 et 1942 en équipe de France. Sélectionner un Autrichien en 1940, un Autrichien naturalisé, c'est une façon pour la France de dire, nous, notre pays, c'est pas la vision raciale qu'a l'Allemagne. Et on retrouve Henri Hiltel comme on retrouve le plus grand gardien de l'époque, Rudi Eden, qui est lui aussi un Autrichien naturalisé. Il revient à l'Excelsior en 1944, puis au Corte en 1945, et il finit sa carrière 3 ans plus tard au Corte. Il détient un bar, le penalty à Roubaix, et là c'est le symbole même du joueur professionnel, de ses premiers professionnels, qui joue de telle sorte à avoir un horizon, soit le bureau de presse, soit le bureau de tabac, le bar. Le bar apparaît comme l'investissement qui permettra, à la fin de la carrière active de footballeur, de devenir quelqu'un, d'avoir de quoi vivre. Troisième cas, Roger Grava, qui lui est un peu plus jeune, qui lui n'est pas un immigré du football, c'est un immigré tout court. Il est né en 1922, il arrive à l'âge d'1 an en France. Il n'est pas venu en France pour jouer au football, il est uniquement parce que ses parents sont venus en France. Pendant la guerre, il débute à Amiens, il débute comme joueur en 1942 à Amiens, au poste d'attaquant. En 1943, il est nommé au sein de l'équipe fédérale de Nancy-Lorraine. C'est une expérience qui ne dure qu'1 an, les équipes fédérales. Voilà, il est nommé, il est envoyé, c'est une sorte de fonctionnaire du football, envoyé à Nancy, en Lorraine. Et puis la même année, finalement, on l'envoie à Bordeaux, l'équipe fédérale de Bordeaux-Guyenne. Il reste à Bordeaux une fois l'expérience des équipes fédérales terminée. Donc il reste une saison au Girondins de Bordeaux, et puis en 1945, il est transféré au Corte. Là, il y reste jusqu'en 1948. Il est ensuite acheté par le Torino, la grande équipe italienne du moment. Mais il ne joue que dans l'équipe réserve. Il y a qu'un ou 2 matchs en équipe A, en équipe première, qu'il dispute au sein du Torino. Il fait partie des joueurs qui se rendent à Lisbonne pour rencontrer dans un match amical le Benfica en mai 1949. Au retour de ce match, l'avion qui ramène les joueurs du Torino touche la basilique de Superga. Il y a du brouillard, il s'écrase et il fait partie des victimes de cette catastrophe qui a décimé l'équipe du Torino. 3 profils donc très différents. Vous avez l'amateur persistant, vous avez le premier professionnel et la question de la reconversion derrière, et puis d'une certaine façon un mercenaire du football, alors même que Vichy entendait lutter contre les effets pervers du professionnalisme en créant les équipes fédérales. De fait, Roger Grava fait partie de ces mercenaires. Aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, pas encore. Oui, aujourd'hui, la capitale est en ruine, mais il y a quand même une dernière heure de gloire avec le Corte. Le Corte, c'est l'expérience de la fusion après la guerre. Pendant l'occupation, on a donc eu les équipes fédérales, et puis après, il faut reconstruire le football. Une fois la libération arrivée, il faut reconstruire. On a tout proche d'ici l'exemple de la fusion de 2 clubs, le Sporting Club Vivois et l'Olympique Lillois, qui fusionnent en 1944 pour devenir le LOSC. Les 2 dernières lettres du LOSC rappellent FIL, le Sporting Club de FIL, et il ne faut pas oublier que le LOSC est un club olympique, l'Olympique Lillois, l'Olympique Sporting Club. Eh bien,
bien, c'est le même processus qui se déroule dans le versant nord-est de cette conurbation, puisque le 28 juin 1945 fusionnent les équipes professionnelles du Racing Club de Roubaix, de l'Excelsior et de l'Union sportive tourquenoise, de l'UST, vieux club local, et le CORT ainsi naît et vient succéder à l'Excelsior dans l'élite. L'Excelsior était en championnat de France, voilà, c'est le CORT qui le remplace, qui devient troisième, qui obtient la troisième place en 1945-46, c'est une très belle place, derrière entre autres le LOSC, et les Noirs et Rouges sont finalement sacrés la saison suivante, 1946-47. On peut croire à une très forte domination nordiste. C'est vrai, il y a domination nordiste au sortir de la guerre et au début des années 50. Elle est lilloise. La domination roubaisienne, elle est excessivement éphémère, puisque dès la saison suivante, l'équipe qui possède pourtant des grands joueurs, Henri Hilton joue encore, des joueurs comme Roger Gravat sont achetés pour l'occasion, sont recrutés pour l'occasion. Le plus grand gardien de but français du moment et l'un des plus grands du XXe siècle, Julien Larrouy, est également acheté par le CORT. Michel Frutuoso. On a un certain nombre de grands joueurs, mais finalement, le CORT va très vite s'enfoncer dans un ventre mou au milieu de tableau de la première division, entre la 8e et la 13e place jusqu'en 1952. En 1953 et en 1954, c'est la 15e place, c'est-à-dire la dernière place non barragiste. Frôle les barrages, finalement, en 1955, 15e place, et c'est la 18e place, et c'est la deuxième division, donc, pour le CORT qui vient de terminer dernier de son championnat de première division. C'est la première fois, en 1955, que Roubaix n'a aucun club dans l'élite, puisque depuis 1932, il avait cette habitude de club roubaisien. Le CORT, finalement, s'enfonce de nouveau dans un ventre mou, celui de la deuxième division. En 1957, les Tourquenois décident de quitter le CORT et de retrouver leur autonomie. Le public se fait rare, le CORT joue généralement assez mal, n'attire pas beaucoup de public, et puis surtout l'industrie textile est de moins en moins à l'appui de ce football-là. Et finalement, en 1962-63, le CORT décide de renoncer au professionnalisme. Il n'y a plus de football professionnel à Roubaix en 1962-63. Petit à petit, on pourrait penser que le football s'arrête là. Et à l'image de la crise roubaisienne, tend à disparaître comme le textile va disparaître. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui disparaît, c'est l'activité de haut niveau, c'est l'activité professionnelle, et donc, dès lors, Roubaix ne peut plus prétendre à la place de capitale. Ça, c'est évident. Ça ne veut pas dire que le ballon rond n'existe plus à Roubaix. Le problème, c'est que ça arrive au moment où la crise dramatique de Roubaix se fait sentir. Les usines ferment, les unes après les autres, les clubs fusionnent les uns après les autres, mais de façon très éphémère, essayent de faire renaître un football de haut niveau en vain. On a le Racing Stade roubaisien, on a le Roubaix Football, on a l'Excelsior de Roubaix sous une nouvelle forme, des clubs qui se multiplient. Sous l'égide de Tony Gianquinto, le Roubaix Football arrive quand même à grimper petit à petit les échelons, à se retrouver en deuxième division. Je vous renvoie vers un article qui avait été écrit par Stanislas Frankel et Nicolas Penin sur cet épisode, entre autres, quelques passages de cet article. Donc deuxième division en 1983, mais pour une seule saison. Il n'y a pas de public. Le club joue au Palais des Sports, qui est au Vélodrome, qui n'est pas du tout adapté pour le football. Le stade Amédée de Prouvost est rasé. Le stade du Brûle-Verriest, le stade du Brûle, ça ne s'appelle pas encore du Brûle-Verriest, le stade du Brûle n'est pas aux normes et hors service. Donc voilà, 1983, ça paraît comme une percée éphémère dans un football qui est en cours de véritable révolution en France. Ce sont les années Platini. 1983, c'est aussi la visite de François Mitterrand à Roubaix.
François Mitterrand, président de la République, à l'occasion de cette visite, reprend un terme qui a été livré par André Diligent, qui vient d'être élu maire quelques mois auparavant, terme qui est donc livré par André Diligent au cours de son discours de réception. Il reçoit le président, et le président Mitterrand dit donc que Roubaix est une ville en péril. Il déclare Roubaix ville en péril. La Manchester du Nord s'enfonce dans la crise. Alors, on a une photo plus tardive de la Lénière qui est détruite, et finalement la petite éclaircie du Roubaix Football elle paraît bien anecdotique dans cette crise qui meurtrit complètement la ville. Et le football de haut niveau est finalement à l'image de ce qui se passe dans la ville. Il a été très fortement lié à l'industrie locale, l'industrie complètement remise en cause, liée par les pères fondateurs qui participaient à une petite bourgeoisie industrielle locale, puis par l'aventure de l'Excelsior, où là c'est la grande bourgeoisie qui investit dans le spectacle sportif, mais ce football n'attire plus, Roubaix n'attire plus, en termes de football comme en termes de ville. Roubaix n'attire plus et se disloque. Le football roubaisien se disloque en même temps que le tissu économique de Roubaix se disloque. Pour autant, est-ce qu'on peut penser que Roubaix n'est qu'une ville en crise? Oui, Roubaix a traversé une crise, la traverse encore, ou en tout cas subit encore les effets de cette crise de très longue durée. Les difficultés sont réelles, on ne va pas les nier. On a souvent comme fierté de dire que Roubaix est la ville la plus pauvre de France. Voilà, c'est une fierté un peu contestable, mais on le dit régulièrement. Et pourtant, il y a des signes d'espoir à Roubaix. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent, même pour le football. Alors, d'accord, les clubs, c'est pas ça. Les clubs roubaisiens s'enfoncent dans les limbes du football amateur, en district ou en régional, et il faut aller voir plutôt du côté des périphéries de Roubaix pour avoir un peu d'espoir. C'est Wascal qui est en deuxième division à la fin des années 90, avec l'Entente sportive, puis Wascal Football aujourd'hui en National 2, l'Iris Club de Groix en National 3. Donc, ce sont des échelons quand même supérieurs du football, mais on est encore très loin de l'élite du football. Alors il y a le futsal. Le futsal, Roubaix a brillé à la fin des années 2000 dans le futsal. Ouais. Mais depuis 2013, les clubs de futsal connaissent une trajectoire comparable aux clubs de foot gazon. Et finalement, Roubaix disparaît aussi de la scène futsal. Il y a les individualités. Anthony Knockaert, qui était un jeune espoir de la génération de Griezmann, ou Keira Braoui, ce qui permet aussi d'évoquer la possibilité d'un réveil, d'une renaissance par la pratique féminine. Mais là aussi, les équipes féminines roubaisiennes sont quasiment inexistantes, en tout cas restent très limitées, en détroit pour l'instant. Alors l'avenir, ça apparaît plutôt comme devant se passer au sein de la métropolisation. C'est un phénomène majeur de nos villes aujourd'hui, la concentration des activités de haut niveau au sein de métropoles, et on a de fait un club métropolitain qui peut être le club des Roubaisiens, c'est le LOSC. Aujourd'hui, le LOSC joue dans un stade qui peut recevoir jusqu'à 50 000 spectateurs. On ne peut pas imaginer une telle infrastructure, un tel équipement sur Roubaix, sauf à espérer qu'un Roubaisien richissime, milliardaire de première fortune mondiale, investisse ici, plutôt que dans la capitale administrative. Je vous remercie.